Un jour, j'ai compris une phrase entière en français. Une seconde plus tard, je n'ai pas compris un seul mot de la phrase suivante. La même langue. Les mêmes personnes. Mais deux mondes différents. Comment est-ce possible? Reste avec moi, mon ami, et je vais te raconter mon histoire. Avant de continuer, dis-moi une chose dans les commentaires. Depuis quel pays regardes-tu cette vidéo en ce moment? Par exemple, peut-être la regardes-tu depuis le Brésil. Ou peut-être la regardes-tu depuis le Nigeria. Écris ton pays dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir d'où viennent les personnes qui me regardent aujourd'hui. Je m'appelle, eh bien, mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est mon histoire, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vais raconter. Je suis une jeune femme indienne. Je viens d'une grande ville, avec beaucoup de bruit, beaucoup de couleurs et beaucoup de monde dans les rues. J'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, mais mes parents ont toujours voulu que j'étudie et que je voyage. Ils m'ont toujours dit, le monde est grand, va le découvrir. Alors, un jour, j'ai décidé de partir en France pour continuer mes études. Avant de partir, j'étais très confiante. J'avais étudié le français pendant plusieurs années à l'école, puis à l'université, dans mon pays. Mon professeur me disait toujours que j'avais un bon niveau. Je pouvais lire des livres en français. Je pouvais écrire des textes assez longs sans trop faute. Je pouvais même regarder des films français avec des sous-titres et comprendre l'histoire. Je pensais donc, ça va être facile. Je parle déjà bien français. Mon ami, si tu as déjà appris une langue étrangère, tu sais peut-être déjà ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée en France, tout semblait aller bien. À l'aéroport, j'ai parlé avec un employé pour retrouver ma valise, et j'ai compris ses questions sans problème. Vous avez combien de bagages? Vous venez d'où exactement? Ces phrases étaient claires, simples, bien articulées. J'ai répondu sans difficulté, et je me suis dit, tu vois, ce n'est pas si compliqué. J'étais fière de moi. J'avais trouvé un appartement à partager avec 3 jeunes femmes françaises. C'était un grand appartement, avec une cuisine ouverte sur le salon, 4 petites chambres et une grande table en bois au milieu de la pièce principale. Cette table allait devenir, plus tard, le centre de toute mon histoire, mais je ne le savais pas encore ce jour-là. Le jour de mon arrivée, les 3 femmes m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Elles m'ont aidé à porter mes valises. Elles m'ont montré ma chambre, la salle de bain, la cuisine, et elles m'ont expliqué comment fonctionnait la machine à laver, qui était, comme souvent, un peu compliquée. Elles me parlaient lentement, elles me regardaient dans les yeux, et elles utilisaient des mots simples. Voici ta chambre. Le lit est neuf. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je comprenais tout. J'étais très heureuse et un peu soulagée. Ce soir-là, pour célébrer mon arrivée, elles ont préparé un petit dîner. Elles ont mis la table, elles ont sorti du pain, du fromage, une salade et une bouteille de vin. Elles m'ont demandé si je voulais goûter au vin et j'ai dit oui, avec un grand sourire. Tout semblait parfait. Je pensais que ma nouvelle vie en France allait être facile et agréable. Mais pendant le dîner, quelque chose a changé. Les 3 femmes ont commencé à parler entre elles,
de leur journée, de leurs amis, de leurs projets pour le week-end. Et là, mon amie, tout est devenu différent. Elles ne me parlaient plus directement. Elles parlaient entre elles, naturellement, rapidement, comme des amies qui se connaissent depuis des années. Et je n'ai presque rien compris. Les mots se transformaient en une seule longue vague de sons. Il n'y avait plus ces pauses claires entre les mots que l'on entend dans les livres audio ou dans les films sous-titrés. Il n'y avait plus le temps de réfléchir. Une femme parlait, puis une autre répondait immédiatement, presque avant que la première ait fini sa phrase. Elle riait, elle s'interrompait, elle changeait de sujet en une seconde. Pour moi, tout ça formait un seul grand mot, très long, sans début et sans fin. Je restais assise, avec un sourire poli sur le visage, en essayant de comprendre au moins un mot, un nom, une idée. Mais rien ne venait. J'hochais la tête de temps en temps, comme si je comprenais, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mon ami, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ce sourire poli qui cache une profonde confusion. Après le dîner, je suis allée dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit. J'étais fatiguée, mais surtout déconcertée. Je me posais beaucoup de questions. Comment était-il possible que je comprenne des questions simples, mais pas une conversation normale entre trois amis? J'avais étudié le français pendant des années. J'avais de bonnes notes. Alors pourquoi est-ce que je me sentais si perdue? Ce que je ne savais pas encore, c'est que la langue qu'on apprend dans les livres et la langue qu'on entend dans la vraie vie ne sont pas exactement la même chose. Dans les livres, les phrases sont complètes. Les mots sont bien séparés. La grammaire est parfaite. Mais dans une vraie conversation, les gens parlent vite. Ils coupent des syllabes. Ils utilisent des expressions familières, des mots courts, des phrases incomplètes. Ils ne finissent pas toujours leurs idées. Et surtout, ils ne pensent pas toujours à ralentir pour quelqu'un qui apprend leur langue, parce que, pour eux, c'est juste parler normalement. Les jours suivants, la même situation s'est répétée, encore et encore. Le matin, quand mes colocataires me posaient une question directe, comme « Tu veux du café ?» ou « Tu as bien dormi ?» je comprenais tout de suite et je répondais facilement. Mais le soir, pendant le dîner, quand les trois femmes discutaient ensemble de leur journée, je perdais le fil après quelques secondes. Les phrases devenaient trop rapides. Les sujets changeaient trop vite. Je n'arrivais plus à suivre. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir exclue. Non pas parce que mes colocataires étaient méchantes avec moi, elles ne l'ont jamais été, mais parce que je ne pouvais pas participer aux conversations comme je le voulais. Je voulais rire avec elles. Je voulais donner mon opinion. Je voulais raconter une histoire drôle de mon pays. Mais je n'avais pas le temps de traduire mes pensées dans ma tête avant que la conversation change complètement de sujet. Mon ami, imagine une porte qui s'ouvre et qui se ferme très rapidement. Tu vois la lumière de l'autre côté, mais tu n'as jamais le temps de passer. C'est exactement ce que je ressentais chaque soir, à cette table en bois, avec ces trois femmes que je trouvais gentilles, intelligentes et drôles, mais avec qui je ne pouvais pas vraiment communiquer. Alors, petit à petit, j'ai changé mes habitudes. Au lieu de rester dans le salon après le dîner, je disais que j'étais fatiguée, et je rentrais dans ma chambre.
Je fermais la porte doucement, je m'asseyais sur mon lit, et je prenais mon téléphone. Chaque soir, à peu près à la même heure, j'appelais ma famille. Ces appels étaient le meilleur moment de ma journée, mon ami. Ma mère me racontait ce qui se passait à la maison. Mon père me demandait si je mangeais bien. Ma petite sœur me montrait son dernier dessin ou me racontait une histoire de l'école. Nous parlions dans notre langue, celle que je comprenais parfaitement, celle où chaque mot avait un sens clair pour moi. Pendant ces appels, je riais vraiment. Je me sentais moi-même. Je n'avais pas besoin de traduire, ni de deviner ni de sourire poliment sans comprendre. Mais après chaque appel, quand je raccrochais, je sentais un grand vide. Je regardais l'heure, et je réalisais que j'avais encore passé une soirée seule dans ma chambre, pendant que mes colocataires riaient ensemble de l'autre côté de la porte. J'entendais leurs voix, leurs rires, le bruit des assiettes, et parfois, de la musique. Et je restais là, allongé sur mon lit, en pensant, je suis si loin de chez moi, et pourtant, je suis si proche des gens qui vivent avec moi. Cette situation a duré plusieurs semaines. Chaque jour se ressemblait. Le matin, je partais tôt pour mes cours à l'université, où je passais la journée avec d'autres étudiants internationaux qui, comme moi, apprenaient encore le français. Avec eux, je me sentais plus à l'aise, parce que nous avions tous le même niveau, les mêmes difficultés, la même patience les uns envers les autres. Mais le soir, quand je rentrais à l'appartement, la même barrière invisible réapparaissait. Je commençais aussi à éviter la cuisine aux heures où mes colocataires étaient là. Je préparais mon repas plus tôt, ou plus tard, pour ne pas avoir à rester à table pendant leurs longues conversations. Je disais que j'avais beaucoup de devoirs. Ce n'était pas complètement faux, mais ce n'était pas non plus la vraie raison. La vraie raison, c'était la peur. La peur de rester assis sans rien comprendre. La peur de déranger. La peur de paraître stupide. Mon ami, si tu as déjà vécu dans un pays étranger, tu connais peut-être ce sentiment. Ce n'est pas exactement de la tristesse. C'est plutôt une sorte de fatigue, une fatigue qui vient du fait de devoir toujours réfléchir, toujours traduire, toujours faire un effort, même pour des choses simples comme un dîner entre amis. Cette fatigue, avec le temps, transforme la joie en solitude. Ce que je ne savais pas, c'est que mes colocataires, de leur côté, remarquaient mon absence. Elles voyaient que je passais de moins en moins de temps avec elles. Elles voyaient que je disparaissais dans ma chambre juste après le dîner. Elles entendaient ma voix à travers le mur, parlant une langue qu'elles ne comprenaient pas, riant avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Et elles ont commencé, elles aussi, à se poser des questions. Un soir, en rentrant de l'université, j'ai remarqué une atmosphère un peu bizarre dans l'appartement. Mes 3 colocataires étaient dans le salon, et quand je suis entrée, la conversation s'est arrêtée quelques secondes, comme si elle venait juste de parler de moi. J'ai senti une petite tension, difficile à expliquer, mais réelle. Ce soir-là, pendant le dîner, l'une des femmes, celle qui était la plus directe du groupe, a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, avec une voix douce mais sérieuse, « Est-ce que tout va bien? On a l'impression que tu ne nous aimes pas beaucoup. Tu manges toujours seul, tu restes dans ta chambre, tu ne parles presque jamais avec nous. Si on a fait quelque chose qui t'a dérangé, dis-le-nous, s'il te plaît. » Mon cœur s'est arrêté une seconde, mon ami.
Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait penser ça. Moi, ne pas les aimer? C'était tout le contraire. Je les trouvais gentilles, généreuses, amusantes. Je rêvais de faire partie de leur conversation, de leur rire, de leur vie quotidienne. Mais j'avais si peur de ne pas comprendre, si peur de dire quelque chose de travers, que j'avais préféré me cacher plutôt que de montrer ma confusion. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais j'ai respiré profondément, et j'ai décidé de dire la vérité, même si mes phrases n'étaient pas parfaites. J'ai expliqué, doucement, avec les mots dont je disposais. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je vous aime beaucoup. Le problème, c'est que je ne comprends pas bien quand vous parlez vite entre vous. Quand vous me posez une question directement, je comprends très bien. Mais pendant le dîner, quand vous discutez ensemble naturellement, je perds le fil. Les mots vont trop vite pour moi. Alors je me sens perdue, et un peu bête, et je préfère partir dans ma chambre plutôt que de rester assise sans rien comprendre. Il y a eu un moment de silence autour de la table. Puis, l'une des femmes a dit, « Ah, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? On pensait vraiment que tu voulais être seule, ou que quelque chose n'allait pas entre nous. » Une autre a ajouté, « C'est vrai qu'on parle très vite entre nous, on ne fait même pas attention. C'est notre langue maternelle, alors on oublie que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui l'apprend encore. » Mon ami, ce moment a changé beaucoup de choses. Ce n'était pas magique, ce n'était pas immédiat, mais c'était le début d'un vrai changement. Pour la première fois, j'avais osé parler de ma difficulté, au lieu de la cacher derrière un sourire poli. Et mes colocataires, au lieu de se moquer de moi ou de m'ignorer, ont pris ma difficulté au sérieux. La troisième femme, celle qui parlait le moins habituellement, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Comprendre une langue à l'écrit et comprendre une langue à l'oral, ce sont deux choses très différentes. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas notre conversation rapide que ton français est mauvais. Ton français est déjà très bon. Tu as juste besoin de plus d'entraînement avec l'oral, avec la vraie vie, avec nous. Cette phrase, mon ami, m'a fait beaucoup de bien, car jusqu'à ce moment-là, je pensais que le problème venait de moi, que j'étais tout simplement mauvaise en français, malgré mes années d'études. Mais en réalité, le problème tenait simplement au fait que je n'avais jamais vraiment entraîné mon oreille auprès de locuteurs natifs, dans une vraie conversation naturelle, rapide, pleine d'expressions familières. À partir de ce soir-là, quelque chose a changé dans l'appartement. Mes trois colocataires ont commencé, sans que je leur demande quoi que ce soit de plus, à faire un petit effort pendant le dîner. Elles parlaient toujours naturellement, avec leurs expressions habituelles, mais un peu plus lentement, un peu plus clairement. Elles me regardaient plus souvent, pour voir si je suivais la conversation. Et quand elles voyaient sur mon visage que j'étais perdue, elles s'arrêtaient et elles m'expliquaient. « Tu as compris ce mot ?» me demandait l'une d'elles, après avoir utilisé une expression familière. Si je répondais non, elle m'expliquait le sens, parfois avec un exemple, parfois avec un geste, parfois même en dessinant sur un bout de papier. Petit à petit, nos dîners ont pris une autre dimension. Ce n'était plus seulement un moment pour manger. C'était devenu, sans qu'on le décide vraiment, un moment pour apprendre. Elles ont commencé à m'apprendre des expressions que je ne trouvais jamais dans mes livres de français. Des expressions que les Français utilisent tous les jours, mais que personne n'enseigne à l'université.
Par exemple, l'une de mes colocataires m'a expliqué qu'en France, quand quelqu'un dit « ça marche », cela ne signifie pas toujours qu'un objet fonctionne. L'expression peut simplement vouloir dire que la personne est d'accord. Une autre m'a expliqué que « je n'ai pas la tête à ça » signifie qu'on n'a pas envie de penser à quelque chose en ce moment. J'écrivais toutes ces expressions dans un petit carnet, que je gardais toujours près de moi pendant le dîner. Mon ami, ce petit carnet est vite devenu un compagnon indispensable dans cette histoire. Chaque soir, j'ajoutais 2, 3, parfois 5 nouvelles expressions. Et le lendemain, j'essayais de les utiliser, même si je faisais des erreurs, même si, parfois, je les utilisais au mauvais moment. Mes colocataires riaient gentiment quand je faisais une erreur, mais c'était un rire chaleureux, pas un rire moqueur. Et moi, avec le temps, j'ai appris à rire de mes propres erreurs aussi. En plus de m'apprendre le français de tous les jours, mes colocataires ont commencé à s'intéresser vraiment à ma culture. Elles me posaient des questions sur mon pays, sur ma famille, sur les fêtes que nous célébrons, sur la nourriture que nous mangeons, sur les vêtements traditionnels, sur les histoires que nos grands-parents nous racontent. Une d'elles voulait savoir comment on préparait certains plats épicés que j'avais mentionnés une fois. Une autre me demandait de lui apprendre quelques mots dans ma langue maternelle. Un soir, j'ai proposé de leur cuisiner un vrai repas de mon pays. Elles ont adoré l'idée. Nous sommes allés ensemble au marché pour trouver les épices, et j'ai passé tout l'après-midi à leur montrer comment préparer les plats que ma mère cuisinait quand j'étais petite. Ce soir-là, autour de la même table en bois, les rôles ont changé. C'était moi qui expliquais, qui racontais, qui partageais mon monde avec elles. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis sentie complètement à ma place. Ces échanges sont devenus une habitude. Un soir, c'était elle qui m'apprenait une expression française. Un autre soir, c'était moi qui leur apprenais un mot de ma langue, ou qui leur racontais une légende de mon pays. Le dîner, qui était autrefois le moment le plus difficile de ma journée, est devenu, petit à petit, le moment que j'attendais avec le plus d'impatience. Avec le temps, mon oreille s'est peu à peu habituée au français parlé. C'est difficile à expliquer, mon ami, mais un jour, j'ai remarqué que je comprenais une phrase entière sans avoir besoin de la traduire dans ma tête. Les mots ne semblaient plus être une seule vague confuse. Je commençais à distinguer le début et la fin des phrases, même quand mes colocataires parlaient vite. Ce n'était pas encore parfait, loin là, mais c'était un vrai progrès, et je le sentais chaque jour un peu plus. Un soir, pendant le dîner, l'une de mes colocataires racontait une histoire drôle qui lui était arrivée au travail. Et pour la première fois, sans réfléchir, j'ai ri au bon moment, précisément lorsqu'elle est arrivée au passage amusant de son histoire. Elle s'est arrêtée, surprise, et elle m'a dit avec un grand sourire, « Attends, tu as compris la blague ?» J'ai répondu, fière, « Oui, complètement. » Nous avons toutes les quatre éclaté de rire, pas seulement à cause de l'histoire, mais à cause de ce petit miracle. J'avais enfin compris une blague en temps réel, sans aide, sans explication après coup. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre plus de risques dans les conversations. Avant, j'attendais toujours la fin d'une phrase pour être sûr de bien comprendre avant de parler. Maintenant, j'osais interrompre, comme le faisaient naturellement mes colocataires. Attends, je peux ajouter quelque chose ? Je disais, en levant la main un peu comme à l'école, ce qui les faisait toujours rire gentiment. Elle me répondait, « Tu n'as pas besoin de demander la permission, ici,
tu peux simplement parler. Et petit à petit, j'ai appris à faire exactement ça, parler, sans attendre une invitation formelle. Je posais aussi de plus en plus de questions. Avant, quand je ne comprenais pas un mot, j'avais honte de le montrer. Je préférais faire semblant de comprendre, et rester dans le flou. Mais maintenant, je disais simplement, « Attends, qu'est-ce que ce mot veut dire? Je ne le connais pas. » Et mes colocataires m'expliquaient toujours avec plaisir, sans jamais me donner l'impression d'être stupide. Elles disaient souvent, « C'est génial que tu demandes, comme ça tu apprends vraiment, au lieu de simplement deviner. » J'ai aussi appris à rire de mes propres erreurs, ce qui a été, je pense, mon plus grand changement intérieur. Un soir, en essayant d'utiliser une expression que j'avais apprise la semaine précédente, je me suis complètement trompée, et j'ai dit une phrase qui, en fait, ne voulait rien dire du tout, ou pire, qui voulait dire quelque chose de complètement différent de ce que je pensais. Mes colocataires ont éclaté de rire, et au lieu de me sentir blessée ou honteuse, j'ai ri avec elles, très fort, jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce moment est devenu une blague entre nous, et pendant des semaines, elle me rappelait régulièrement cette phrase mal utilisée, en riant à chaque fois. Mon ami, ce moment a été une vraie leçon pour moi. J'ai compris que les erreurs ne sont pas des preuves de faiblesse. Elles sont simplement des étapes normales, presque nécessaires, dans l'apprentissage d'une langue. Avant, j'avais peur de faire des erreurs devant les autres. Maintenant, je comprenais que faire des erreurs, et surtout, pouvoir en rire ensemble, était en réalité l'une des meilleures façons de créer des liens avec les gens autour de moi. Les semaines ont passé, et l'ambiance de notre appartement a complètement changé. Le dîner n'était plus un moment de stress pour moi, mais un moment attendu, presque sacré. Nous avions même créé une petite habitude. Chaque vendredi soir, nous préparions un dîner un peu plus long, un peu plus festif, où chacune de nous cuisinait quelque chose de différent. Un vendredi, c'était un plat français traditionnel. Le vendredi suivant, c'était un plat indien, que je préparais avec fierté. Nous avons même essayé, un soir, de mélanger les deux cuisines, avec des résultats parfois étranges, mais toujours amusants. Pendant ces dîners du vendredi, les conversations devenaient de plus en plus longues, de plus en plus riches. Nous parlions de nos rêves, de nos peurs, de nos familles, de nos histoires d'amour, de nos difficultés à l'université ou au travail. Je racontais des histoires de mon enfance, des fêtes de mon pays, des traditions de ma famille. Elle m'écoutait avec une vraie curiosité, posant des questions, voulant tout comprendre. Et moi, je faisais pareil avec leurs histoires, leur enfance en France, leurs propres traditions familiales, leurs souvenirs de vacances. Un soir, l'une de mes colocataires m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Tu sais, au début, on pensait que tu étais peut-être timide, ou que la vie en colocation ne te plaisait pas. Maintenant, on ne peut plus imaginer nos dîners sans toi. Tu fais partie de cette table, complètement. Mon ami, ces mots-là, je les ai gardés dans mon cœur pendant très longtemps. Bien sûr, tout n'était pas encore parfait. Il y avait encore des moments où je perdais le fil d'une conversation, surtout quand plusieurs personnes parlaient en même temps, ou quand le sujet touchait à des références culturelles françaises que je ne connaissais pas encore, comme une chanson populaire ou un programme de télévision de leur enfance. Mais maintenant, au lieu de me cacher dans ma chambre, je disais simplement, « Je ne connais pas cette référence, vous pouvez m'expliquer ?» Et cette phrase, cette simple demande d'explication, était devenue naturelle pour moi, presque automatique.
J'ai aussi remarqué un autre changement, plus subtil, mais tout aussi important. Mes colocataires avaient commencé à ralentir naturellement, sans même y penser, quand elles me parlaient directement. Ce n'était plus un effort forcé de leur part, comme au début, quand elles articulaient exagérément chaque mot. C'était devenu automatique, une habitude installée dans notre façon de communiquer ensemble. Et en même temps, moi, mon oreille s'était tellement entraînée que je n'avais presque plus besoin qu'elle ralentisse. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. J'avais suivi toute une conversation, sans effort, entre mes colocataires et l'un de leurs amis qui était venu nous rendre visite, un homme que je ne connaissais pas du tout et qui avait un autre accent, une autre façon de parler. Et pourtant, j'avais tout compris, du début à la fin, sans jamais me sentir perdue. Ce soir-là, en me couchant, j'ai souri toute seule dans le noir, fière de ce chemin parcouru. Un soir, pendant l'un de nos dîners du vendredi, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, qui m'appelait pour un appel vidéo surprise. Normalement, j'aurais pris l'appel dans ma chambre, seule, comme d'habitude. Mais ce soir-là, sans même y réfléchir, j'ai répondu directement à table, devant mes 3 colocataires. Maman, je te présente mes amis, ai-je dit, en tournant l'écran vers elle. Mes colocataires ont salué ma mère avec des sourires immenses, en essayant même de dire quelques mots dans ma langue maternelle, des mots que je leur avais appris pendant nos dîners. Ma mère, surprise et touchée, a essayé de répondre en français, avec les quelques mots qu'elle connaissait, et tout le monde a beaucoup ri des efforts de chacune pour se comprendre malgré la barrière de la langue. Ce moment, mon ami, reste l'un de mes souvenirs préférés de cette année-là. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a écrit un message. « Tu as l'air si heureuse là-bas. Je suis rassurée. » Et c'est vrai, mon ami, j'étais heureuse, non seulement parce que j'avais progressé en français, mais aussi parce que j'avais trouvé, dans cet appartement, dans ces 3 femmes que je ne connaissais pas quelques mois auparavant, une sorte de deuxième famille. Mais juste après l'appel, avant de recevoir ce message, nous avons continué à discuter, et l'une de mes colocataires m'a posé une question qui m'a fait réfléchir longtemps. Est-ce que tu te sens plus toi-même en France ou dans ton pays? J'ai pris le temps de répondre, parce que la question était complexe. J'ai expliqué que je me sentais différente dans les 2 endroits, mais pas dans un sens négatif. Dans mon pays, je me sentais connectée à mes racines, à mon histoire, à ma famille. En France, je me sentais plus indépendante, plus curieuse, obligée de sortir de ma zone de confort chaque jour, ce qui, avec le temps, m'avait rendue plus forte. J'ai aussi expliqué que le français, pour moi, n'était plus seulement une langue étrangère que j'avais apprise dans un livre. C'était devenu une langue vivante, une langue liée à des rires, à des erreurs amusantes, à des dîners partagés, à des amitiés sincères. Chaque nouvelle expression que j'apprenais n'était plus juste un mot dans mon carnet, mais un souvenir, une histoire, un moment vécu avec des personnes que j'aimais. Mon ami, je pense que c'est exactement ça, la vraie différence entre apprendre une langue dans un livre et apprendre une langue dans la vie réelle. Dans un livre, les mots restent des mots. Mais dans la vie, chaque mot devient une porte vers une relation humaine, vers une connexion avec quelqu'un. Quelques mois après mon arrivée, une grande fête de mon pays approchait. Ma famille la célèbre chaque année dans la joie, avec des lumières, des couleurs, des sucreries et des prières. D'habitude, loin de chez moi, cette période aurait été particulièrement difficile, remplie de nostalgie et de solitude. Mais cette année-là, tout était différent.
Quand j'ai expliqué à mes colocataires ce qu'était cette fête, pourquoi elle était importante pour moi, et comment ma famille la célébrait habituellement, leurs yeux se sont illuminés d'intérêt. On peut la célébrer ici, tout ensemble? M'a demandé l'une d'elles, sans hésitation. J'ai été tellement surprise et touchée par cette proposition que j'ai eu du mal à répondre tout de suite. Ce soir-là, nous avons transformé notre salon. Mes colocataires m'ont aidé à trouver de petites bougies dans les magasins du quartier. Nous avons décoré la table avec des tissus colorés que j'avais apportés de mon pays, ce que je gardais précieusement dans ma valise. J'ai cuisiné des plats traditionnels toute l'après-midi, avec l'aide curieuse et enthousiaste de mes 3 amis, qui posaient des questions sur chaque épice, chaque ingrédient, chaque geste. Pendant cette soirée, j'ai raconté, en français, avec mes propres mots, l'histoire derrière cette fête, la signification des lumières, l'importance de la famille et de l'espoir. Mes phrases n'étaient toujours pas parfaites, il y avait encore des fautes de grammaire, des mots que je cherchais parfois pendant plusieurs secondes, mais mes colocataires m'écoutaient avec une attention totale, sans jamais me presser, sans jamais finir mes phrases à ma place. À la fin de la soirée, l'une d'elles m'a prise dans ses bras et m'a dit « Merci de partager ça avec nous. On a l'impression d'avoir voyagé jusqu'à chez toi, juste en restant dans notre salon. » Mon ami, j'ai pleuré ce soir-là, mais c'était des larmes de bonheur, pas de tristesse. Pour la première fois depuis mon arrivée en France, je me suis sentie complètement entière, sans devoir choisir entre mon identité indienne et ma nouvelle vie française. Les deux pouvaient exister ensemble, à la même table. Après cette soirée, quelque chose s'est définitivement installé entre nous. Nos différences culturelles n'étaient plus un obstacle à la communication, mais devenaient au contraire un sujet de curiosité, d'échange et de richesse commune. Nous avions créé, sans vraiment le planifier, un petit monde à nous, où 2 cultures différentes cohabitaient naturellement, à travers la nourriture, les histoires, et surtout, à travers la langue que nous partagions de plus en plus facilement. Ce que j'ai remarqué ensuite, mon ami, c'est que les progrès que je faisais chaque soir autour de cette table en bois commençaient aussi à apparaître dans d'autres aspects de ma vie. À l'université, pendant les cours, je levais la main plus souvent pour poser des questions. Avant, je préférais rester silencieuse, par peur de mal prononcer un mot ou de construire une phrase incorrecte devant toute la classe. Mais maintenant, je me disais, si je peux me tromper devant mes colocataires et en rire avec elles, je peux aussi me tromper devant mes camarades de classe. Un jour, pendant un cours particulièrement difficile, le professeur a posé une question à toute la classe, et personne n'a répondu tout de suite. Le silence s'est installé, ce silence gênant qui arrive parfois dans les salles de classe. Avant, je serais restée silencieuse, par peur de me tromper devant tout le monde. Mais cette fois, j'ai levé la main, et j'ai donné ma réponse, en français, sans trembler. Ma réponse n'était pas parfaite, il y avait sûrement une petite erreur de grammaire quelque part, mais le professeur a souri et a dit « Exactement, c'est une bonne analyse. » Ce petit moment, mon ami, m'a rappelé à quel point j'avais changé depuis mon arrivée. J'ai aussi commencé à me faire d'autres amis en dehors de mon appartement, des amis français, pas seulement des étudiants internationaux comme moi. Avant, je restais principalement avec d'autres étrangers, parce que je me sentais plus à l'aise avec des personnes qui comprenaient mes difficultés avec la langue. Mais maintenant, grâce à l'entraînement quotidien avec mes colocataires, je me sentais capable de participer à des conversations avec des étudiants français, de comprendre leurs blagues, de partager les miennes. Un après-midi, une camarade de classe m'a invité à prendre un café après les cours,
avec un petit groupe d'amis français qu'elle connaissait depuis le lycée. Avant, cette invitation m'aurait terrifiée. Mais j'ai accepté, presque sans réfléchir, et j'ai passé un après-midi merveilleux, à rire, à discuter, à comprendre presque tout ce qui se disait autour de moi. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai raconté cet après-midi à mes colocataires, avec un enthousiasme que je n'aurais jamais eu quelques mois auparavant. Tu vois, m'a dit l'une d'elles en souriant fièrement, comme une grande sœur, tu n'as plus besoin de nous pour comprendre le français maintenant. J'ai secoué la tête, et j'ai répondu, non, ce n'est pas vrai. J'ai encore besoin de vous. Mais maintenant, ce n'est plus seulement pour apprendre. C'est parce que je vous aime, et que nos dîners sont devenus les meilleurs moments de ma journée. Bien sûr, mon ami, vivre avec 3 autres personnes n'est pas toujours facile, même quand la communication s'améliore. Un soir, un petit désaccord est apparu entre nous, à propos du ménage dans l'appartement. L'une des tâches n'avait pas été faite pendant plusieurs jours, et l'une de mes colocataires, fatiguée après une longue semaine de travail, a exprimé sa frustration d'une voix un peu plus forte que d'habitude. Quelques mois plus tôt, dans une situation comme celle-là, je serais probablement restée silencieuse, incapable de comprendre complètement la nuance de sa frustration, ou peut-être même incapable de participer à la discussion pour donner mon avis ou m'excuser correctement. Je serais partie dans ma chambre, en me sentant encore plus exclue, pensant peut-être que l'attention était dirigée contre moi personnellement. Mais cette fois, j'ai pu suivre toute la conversation. J'ai compris exactement pourquoi elle était frustrée. J'ai compris que cela ne me visait pas personnellement, mais concernait la situation dans son ensemble. Et surtout, j'ai pu participer activement à la discussion. J'ai proposé, en français, une nouvelle organisation pour les tâches ménagères, un tableau que nous pourrions afficher dans la cuisine, avec les responsabilités de chacune bien définies. Mes colocataires ont trouvé l'idée excellente, et nous avons résolu ce petit conflit ensemble, en une seule conversation, sans rancune, sans malentendu. Mon ami, ce moment m'a fait réaliser quelque chose d'important. Comprendre une langue, ce n'est pas seulement comprendre des mots. C'est aussi comprendre les émotions derrière ces mots, le ton de la voix, les petites nuances qui changent complètement le sens d'une phrase. Au début de mon séjour, je ne comprenais pas seulement les mots plus lentement, je manquais aussi toutes ces nuances émotionnelles, ce qui rendait la vie en communauté encore plus compliquée. Maintenant, je pouvais sentir la différence entre une phrase dite avec humour et une phrase dite avec une vraie inquiétude, entre une plainte légère et une vraie colère. Cette capacité à comprendre les nuances a aussi changé ma façon de créer des liens avec les gens autour de moi, pas seulement avec mes colocataires, mais avec toutes les personnes que je rencontrais. Je pouvais enfin participer complètement à la vie sociale qui m'entourait, sans ce sentiment constant d'être à côté, en retard, ou perdu. Quelques semaines plus tard, mes colocataires ont proposé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé au début de mon séjour. Un petit voyage, toutes les 4, pour un long week-end. Elles voulaient me montrer une région qu'elles adoraient depuis leur enfance, avec de belles montagnes, de petits villages, et une cuisine locale différente de celle de la ville où nous vivions. Pendant ce voyage, nous avons passé de longues heures dans la voiture, à parler, à chanter, à écouter de la musique française que je ne connaissais pas encore et que mes colocataires m'expliquaient avec passion, ligne par ligne, quand je leur demandais le sens de certaines paroles. J'ai appris ce week-end-là plus d'expressions familières que pendant tout un mois de cours à l'université, simplement parce que j'étais complètement immergée, entourée, sans échappatoire possible, mais surtout sans peur. Le soir, dans une petite auberge, nous avons dîné avec d'autres voyageurs, des inconnus qui parlaient un français rapide,
avec un accent régional différent de celui de mes colocataires. Au début du repas, j'ai senti une petite inquiétude familière revenir, cette peur ancienne de ne pas comprendre. Mais très vite, j'ai réalisé que je comprenais quand même la plupart de la conversation, malgré l'accent différent, malgré la vitesse. L'une de mes colocataires m'a regardé et m'a fait un petit clin d'œil discret, comme pour dire « Tu vois, tu y arrives ». Ce voyage a été un vrai tournant pour moi, mon ami. Il m'a montré que mes progrès n'étaient pas limités à notre appartement, à notre petite table en bois, mais qu'il m'accompagnait partout, dans toutes les situations, avec toutes sortes de personnes. La langue française n'était plus un mur entre le monde et moi. Elle était devenue un pont, un outil que je pouvais utiliser librement, avec confiance, où que je sois. Pendant le trajet du retour, fatiguée mais heureuse, nous avons parlé de nos vies, de nos rêves pour l'avenir, de ce que nous voulions faire après nos études. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je ne parlais plus français comme une étudiante qui traduit chaque phrase dans sa tête avant de parler. Je parlais français comme une amie qui partage simplement ses pensées, naturellement, sans effort conscient. Ce changement s'était fait tellement progressivement que je ne l'avais même pas remarqué avant ce moment précis, dans cette voiture, sur cette route, entourée de ces 3 femmes devenues mes véritables amies. Mon ami, si tu apprends le français ou n'importe quelle autre langue en ce moment, je veux partager avec toi ce que j'ai vraiment appris pendant cette période de ma vie, parce que je pense que ça peut aider aussi. La première chose que j'ai comprise, c'est que la compréhension orale ne s'apprend pas de la même façon que la lecture ou l'écriture. On peut lire des livres pendant des années, mais si on n'écoute jamais de vraies conversations, l'oreille reste bloquée à un certain niveau. La deuxième chose, c'est que le contexte aide énormément. Au début, quand mes colocataires parlaient d'un sujet complètement nouveau pour moi, je ne comprenais presque rien. Mais quand je connaissais déjà le sujet, quand j'avais un peu de contexte, mon cerveau devinait automatiquement les mots que je ne distinguais pas clairement. Plus je passais de temps avec elles, plus je connaissais leur vie, leurs habitudes, leurs histoires, et plus ce contexte m'aidait à comprendre même les phrases les plus rapides. La troisième chose, peut-être la plus importante, c'est que la répétition, sans pression, sans stress, fonctionne mieux que n'importe quelle méthode d'étude formelle. Chaque soir, pendant des mois, j'écoutais les mêmes 3 voix, avec leurs propres expressions, leur propre manière de parler, leurs propres blagues. Mon cerveau s'habituait progressivement à leur rythme, à leur façon particulière de parler, exactement comme un enfant apprend sa langue maternelle, en écoutant encore et encore les mêmes personnes, dans le même environnement familier. La 4e et dernière chose, mon ami, peut-être la plus importante de toutes, c'est que la peur est le plus grand obstacle à l'apprentissage d'une langue. Tant que j'avais peur de me tromper, tant que j'avais honte de ne pas comprendre, mon cerveau restait bloqué, comme paralysé par le stress. Mais à partir du moment où j'ai accepté de me tromper, où j'ai accepté de demander de l'aide, où j'ai accepté de rire de mes propres erreurs, tout est devenu plus facile, plus naturel, plus rapide. Je pense souvent à la différence entre celle que j'étais en arrivant dans cet appartement, silencieuse, effrayée, cachée dans sa chambre chaque soir, et celle qui, quelques mois plus tard, participait activement à chaque conversation, posait des questions sans hésitation, et riait de bon cœur à des blagues qu'elle comprenait enfin complètement. Ce changement ne s'est pas fait en un jour. Il s'est fait dîner après dîner, erreur après erreur, expression après expression, à cette même table en bois qui, au début, représentait pour moi l'endroit le plus difficile de ma journée, et qui est devenu, avec le temps, l'endroit le plus précieux de toute ma vie en France. Environ 1 an après mon arrivée,
quelque chose d'inattendu s'est produit. L'une des femmes avec qui je vivais a annoncé qu'elle allait déménager, pour se rapprocher de son travail dans une autre ville. Cette nouvelle m'a rendue triste, parce que je m'étais tellement attachée à elle, à sa présence chaque soir autour de notre table. Mais la vie continue, et nous avons dû chercher une nouvelle personne pour occuper sa chambre. Après plusieurs entretiens, nous avons choisi une jeune femme qui venait d'un autre pays, loin de la France, tout comme moi 1 an auparavant. Le jour de son arrivée, en la regardant porter ses valises dans l'appartement, un peu perdue, un peu nerveuse, avec ce même sourire poli que j'avais moi-même affiché à mon arrivée, j'ai ressenti quelque chose de très fort, presque comme si je me regardais moi-même dans un miroir, 1 an plus tôt. Pendant les premières semaines, j'ai remarqué exactement les mêmes signes que j'avais moi-même manifestés. Elle comprenait parfaitement les questions directes, mais elle semblait perdue pendant les conversations naturelles entre nous. Elle souriait poliment, hochait la tête, mais je pouvais voir, dans ses yeux, cette même confusion que j'avais ressentie. Elle aussi commençait à passer plus de temps dans sa chambre après le dîner. Alors, un soir, je me suis assise à côté d'elle, et je lui ai parlé, doucement, en lui expliquant que je comprenais exactement ce qu'elle traversait, parce que j'étais passée par la même chose, exactement à cette même table, avec les 2 mêmes amis. Je lui ai raconté mon histoire, mes difficultés, mes larmes silencieuses au téléphone avec ma famille, et surtout, comment tout avait changé quand j'avais osé parler de ma difficulté au lieu de la cacher. Ce soir-là, avec mes 2 amies restantes, nous avons fait exactement ce que mes colocataires avaient fait pour moi 1 an plus tôt. Nous avons ralenti notre façon de parler avec elle, nous avons commencé à lui expliquer nos expressions, nous lui avons posé des questions sur sa culture, sur sa famille, sur son pays. Et j'ai vu, semaine après semaine, exactement la même transformation que j'avais vécue moi-même. La timidité qui disparaît progressivement, les interruptions timides qui deviennent naturelles, les rires sincères qui remplacent les sourires polis. Mon ami, ce moment m'a fait comprendre quelque chose de très important. Ce que mes colocataires avaient fait pour moi n'était pas un simple acte de gentillesse ponctuelle. C'était devenu, sans qu'on le décide vraiment, une façon de vivre, une tradition dans cet appartement, transmise d'une personne à une autre. Notre table en bois n'était plus seulement le lieu où j'avais appris à comprendre le français. Elle était devenue un lieu où, génération après génération de colocataires, les gens apprenaient à s'écouter vraiment, à se comprendre au-delà des mots, à créer des amitiés sincères malgré les différences de langue et de culture. Aujourd'hui, quand je repense à cette période de ma vie, je souris presque toujours, mon ami, même quand je me souviens des moments les plus difficiles, des soirées passées seule dans ma chambre, du poids de cette solitude que je ressentais chaque soir en écoutant les rires de mes colocataires à travers le mur. Sans ces moments difficiles, je ne serais peut-être jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui, capable de parler une langue étrangère avec confiance, capable de créer des liens profonds avec des personnes très différentes de moi. Je pense souvent à cette première leçon que j'ai apprise à cette table en bois. Le silence, quand il vient de la peur, sépare les gens. Mais la parole, même imparfaite, même pleine de fautes de grammaire, même hésitante, rapproche les gens. Pendant des semaines, j'ai choisi le silence, pensant que c'était plus sûr, plus confortable. Mais en réalité, ce silence créait exactement le malentendu que je voulais éviter. Mes colocataires pensaient que je ne les aimais pas, alors qu'en vérité, je les aimais tellement que j'avais peur de les décevoir avec mon français imparfait. Cette leçon, mon ami, dépasse largement l'apprentissage d'une langue étrangère. Je pense qu'elle s'applique à toutes les relations humaines, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays. Combien de malentendus, combien de fossés entre les gens,
viennent simplement du fait qu'on n'ose pas exprimer nos difficultés, nos peurs, nos incompréhensions. Combien de fois préférons-nous nous cacher plutôt que de montrer notre vulnérabilité, par peur du jugement des autres? Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir 3 colocataires patientes, curieuses et généreuses, qui ont pris le temps de comprendre ma situation au lieu de simplement s'en tenir à la fausse première impression qu'elles s'étaient faite de moi. Mais je pense aussi que j'ai eu du courage, ce soir-là, à cette table, quand j'ai décidé d'expliquer honnêtement ma difficulté, malgré la peur, malgré la honte que je ressentais. Ce courage, mon ami, je pense qu'il est à la portée de chacun d'entre nous, dans n'importe quelle situation similaire. Il suffit parfois d'un seul moment de vérité pour changer complètement la direction d'une relation ou même d'une vie entière. Aujourd'hui, ces 3 femmes restent parmi mes amies les plus proches, même si nos vies nous ont éloignés géographiquement depuis. Nous nous écrivons régulièrement, nous nous appelons de temps en temps, et à chaque fois, nous parlons naturellement en français, sans effort, comme si nous étions toujours assises autour de cette même table en bois, dans ce même appartement où tout a commencé. Je me souviens particulièrement d'un dernier grand dîner, à la fin de mon année passée dans cet appartement, avant que je ne parte moi-même vers une nouvelle étape de ma vie. Nous avions organisé une grande fête, avec de la musique, des plats de différents pays, des amis venus de partout, Français, Indiens et de bien d'autres nationalités, que nous avions rencontrés pendant cette année incroyable. Autour de cette même table en bois, agrandie ce soir-là avec une table supplémentaire pour accueillir tout le monde, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé depuis mon arrivée. Pendant cette soirée, quelqu'un a proposé que chaque personne raconte une histoire, un souvenir marquant de l'année. Quand mon tour est arrivé, j'ai raconté, devant tout ce monde, en français, sans notes, sans préparation, l'histoire de mes premiers mois dans cet appartement. J'ai parlé de ma confusion initiale, de mes soirées solitaires, du malentendu avec mes colocataires, et de la transformation incroyable qui a suivi cette conversation honnête à cette même table. En racontant cette histoire, j'ai remarqué les visages émus de mes 2 colocataires restantes, qui hochaient la tête doucement, se souvenant elles aussi de ce moment fondateur. J'ai aussi remarqué le visage attentif de notre nouvelle colocataire, celle qui vivait maintenant exactement ce que j'avais vécu 1 an plus tôt, et qui, je pouvais le voir dans ses yeux, se sentait moins seule en écoutant mon histoire, sachant que sa propre transformation était déjà en cours. À la fin de mon récit, l'une de mes amies a levé son verre et a dit « À cette table, qui nous a appris que la vraie communication ne vient pas seulement des mots qu'on connaît, mais du courage qu'on a de les utiliser, même imparfaitement. » Tout le monde a levé son verre avec elle, et j'ai senti, une fois de plus, mes yeux se remplir de larmes de joie, exactement comme le soir de cette fête traditionnelle de mon pays, quelques mois plus tôt. Mon ami, cette table en bois, ordinaire en apparence, simple meuble dans un appartement partagé, est devenue pour moi le symbole de toute une transformation intérieure. Elle a été le lieu de ma plus grande confusion, de ma plus grande solitude, mais aussi, finalement, de ma plus grande croissance personnelle, de mes amitiés les plus sincères, et de ma véritable maîtrise de la langue française, non pas la langue des livres, mais la langue vivante, chaleureuse et humaine que je parle aujourd'hui avec fierté. Si je devais résumer toute cette expérience en une seule phrase, mon ami, je dirais ceci. Ce ne sont pas les livres, ni les cours, ni les applications sur mon téléphone qui m'ont vraiment appris à comprendre le français tel qu'on le parle naturellement. C'est cette table en bois, ces dîners partagés soir après soir, ces conversations parfois rapides et confuses, parfois lentes et patientes, qui m'ont vraiment transformée. C'est l'amitié sincère de 3 femmes qui ont pris le temps de comprendre ma difficulté, au lieu de simplement en tirer de mauvaises conclusions sur mon caractère. Aujourd'hui,
quand je rencontre d'autres personnes qui apprennent une nouvelle langue dans un nouveau pays, je leur raconte toujours cette histoire. Je leur dis que la solitude qu'ils ressentent parfois n'est pas un signe d'échec, mais une étape normale, presque universelle, dans ce voyage difficile qu'est l'apprentissage d'une langue et l'adaptation à une nouvelle culture. Je leur dis aussi que le courage de parler de ces difficultés, au lieu de les cacher derrière un sourire poli, peut littéralement transformer une vie entière, comme cela a transformé la mienne. Je pense souvent à cette première semaine, quand je pensais que je parlais déjà bien français, avant de découvrir que comprendre un livre et comprendre une conversation naturelle entre amis sont deux compétences complètement différentes. Cette leçon, difficile au début, est devenue une force, car accepter de ne pas tout comprendre m'a permis d'apprendre plus profondément et plus humainement. Mon ami, si tu apprends une langue et te sens parfois exclu des conversations rapides, sache que c'est normal et que ça ne durera pas. Comme moi, tu peux transformer cette confusion en curiosité, cette solitude en connexion, et cette peur en confiance véritable. Chaque conversation manquée aujourd'hui prépare celle que tu comprendras demain. Si tu écoutes, poses des questions et rencontres des personnes patientes qui t'aident à apprendre. Ces personnes existent, mon ami, même s'il faut parfois du temps pour les trouver, ou pour créer avec elles la confiance nécessaire à ce genre d'échange sincère. Pour moi, cette transformation a commencé autour d'une simple table en bois, entre le pain, le fromage et des plats épicés de mon pays, entre des rires sincères et des erreurs de grammaire amusantes, entre la solitude des premiers soirs et la chaleur des amitiés construites patiemment, dîner après dîner. Cette table reste, encore aujourd'hui, l'un des endroits les plus importants de toute mon histoire, l'endroit où une jeune femme indienne, perdue dans une langue et une culture nouvelle, a fini par trouver sa voie, sa confiance, et des amis pour la vie. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si, ce soir-là, à cette table, je n'avais pas trouvé le courage de parler. Peut-être que j'aurais continué à m'éloigner, semaine après semaine, jusqu'à devenir complètement étrangère dans mon propre appartement, malgré le fait que nous partagions le même toit, la même cuisine et la même table. Peut-être que je serais rentrée dans mon pays, quelques mois plus tard, avec le sentiment amer d'avoir raté cette expérience, sans jamais avoir vraiment vécu la France, sans jamais avoir vraiment appris sa langue au-delà des pages d'un manuel. Mais heureusement, mon ami, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je pense que cette différence, entre l'histoire triste que j'aurais pu vivre et l'histoire heureuse que j'ai réellement vécue, tient à un seul instant de courage, un seul moment où j'ai choisi la vérité plutôt que le silence confortable. C'est une leçon que je porte avec moi depuis, dans toutes les situations difficiles de ma vie, pas seulement celles liées à la langue. Quand je repense à mes premières semaines, à cette confusion totale pendant les dîners, à cette impression que toute une conversation formait un seul mot très long et incompréhensible, je souris, parce que je me souviens aussi du jour, pour la première fois, j'ai compris une blague en temps réel, sans effort, sans traduction mentale. Ce moment de bascule, entre l'incompréhension totale et la compréhension naturelle, arrive toujours plus vite qu'on ne le pense, à condition de continuer à s'exposer, patiemment, dîner après dîner, conversation après conversation. Aujourd'hui, quand une nouvelle personne entre dans ma vie, je pense à cette table en bois et à ces 3 femmes qui m'ont aidé en m'écoutant et en s'intéressant à ma culture. J'essaie, à mon tour, d'offrir cette même patience, cette même curiosité, cette même chaleur, à toutes les personnes qui traversent aujourd'hui ce que j'ai traversé il y a quelques années. Mon ami, avant de te laisser, dis-moi encore une chose dans les commentaires. As-tu déjà vécu, toi aussi, ce sentiment d'exclusion pendant une conversation rapide dans une langue étrangère? Peut-être en Espagne, en essayant de suivre une conversation en espagnol entre amis. Ou peut-être en Allemagne, perdu au milieu d'une discussion rapide en allemand.
Raconte-moi ton expérience, parce que je suis certaine que beaucoup d'autres personnes se reconnaîtront, elles aussi, dans cette histoire de silence, de malentendus, et finalement, de connexions retrouvées autour d'une simple table partagée. Cette histoire, mon ami, n'est pas seulement la mienne. Je pense qu'elle appartient un peu à toutes les personnes qui ont un jour quitté leur pays, leur langue maternelle, leur zone de confort, pour aller vivre ailleurs, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour se construire une nouvelle vie loin de tout ce qui était familier. Chaque personne qui vit cette expérience traverse, à sa manière, les mêmes étapes que j'ai traversées à cette table en bois. La confiance initiale, la confusion soudaine, la solitude silencieuse, puis, si elle a la chance et le courage nécessaires, la progression vers un véritable sentiment d'appartenance. Et toi, mon ami, quelle que soit la langue que tu apprends, je te souhaite de trouver un endroit où des personnes patientes t'aideront à apprendre, à rire et à te sentir chez toi, même loin de chez toi.